l'espace La Gare en collaboration avec la radio Joliba, Joliba TV et Canal Plus. Au début, c'était une simple rencontre avec les auteurs. Au fur et à mesure, finalement, elle est devenue une rencontre, un rendez-vous radiophonique et maintenant, c'est un rendez-vous audiovisuel avec radio, télévision à la fois. Et le train littéraire, le premier est parti le dernier jeudi du mois de juillet 2016. Ce qui nous fait plus de 4 ans de train littéraire où chaque mois on prend 1, 2, souvent 3 auteurs à chaque mois. Alors c'est une initiative une fois de plus, comme je l'ai dit, de l'espace La Gare, de Bintili Communication en collaboration aussi avec la radio Joliba, Joliba TV et Canal Plus. Oumou Amar Traoré, bonsoir et bienvenue à bord du train. Bonsoir. Alors, bienvenue, nous sommes très heureux de vous recevoir et c'est vous qui êtes la conductrice du train. Avant de vous prendre, alors, on nous a fait savoir que vous êtes très bavarde quand vous écrivez, mais qu'à l'oral, c'est souvent très compliqué. Et moi aussi, j'ai promis à tous ceux-là qui m'ont dit ça, que mais moi, je pourrais et que je ferai en sorte que vous parliez beaucoup cet après-midi-là, pendant ce voyage-là, parce que c'est vous qui nous conduisez au cœur justement de la vie de Yagaré, qui est une femme presque parfaite. Moi, j'ai envie de dire une femme parfaite déjà. Mais le fait de vous retrouver conductrice du train littéraire, quelle impression ça vous fait? Merci, Monsieur Dissa. Merci. Bonjour, cher public. Merci d'être venu. Je sais qu'à cette heure-ci, ce n'est pas très facile. Tantôt, c'est l'université. Tantôt, c'est des gens qui sont venus du travail. Donc, c'est parce que vous avez voulu être là. Sinon, il y a 1000 excuses pour ne pas être là. Donc, pour cette raison, je vous salue et je vous remercie. Monsieur Dissa, vous êtes un homme de défi. Oui, justement, comme Yagaré. Hein? Vous êtes un homme de défi et nous allons parler aussi d'une femme de défi. Yagaré, comme vous l'avez déjà défini. Merci pour la confiance. Vous m'avez mise aux commandes de ce train. Moi, je suis sahélienne, vous savez. Vous connaissez donc les chameaux? Eh bien, un chameau est déjà là. Oui, tout à fait. Il y a un chameau ici. Ouais. Donc, donc c'est en toute assurance vraiment que j'accepte de prendre place à bord de ce train. Et cela nous fait énormément plaisir. Alors vous avez chaleureusement salué et remercié ce beau public qui est venu assister à l'enregistrement de cette émission. Alors vous êtes contente et vous êtes prête à relever le défi et surtout à bien nous conduire dans la vie de Yagaré, que j'appellerais l'ambitieuse, que j'appellerais la forte, que j'appellerais avec tous les qualificatifs superlatifs possibles, quoi. Ouais. En tout cas, cette dame-là mérite d'être connue du grand public. Alors, c'était un roman publié chez La Sahélienne en 2017. Alors, pourquoi un roman? Parce que ce roman vient après un autre. Alors que vous avez quand même un niveau de langue incroyable, un français tellement soutenu, tellement rythmé, je me suis dit, mais oh là là, et si Oumou écrivait des poèmes, ça allait être tellement magnifique. Mais pourquoi pas les poèmes, pourquoi pas les pièces de théâtre, pourquoi pas des essais? Parce que quasiment c'est aussi un essai, ce roman-là, d'une certaine manière. Mais pourquoi toujours des romans? Pourquoi les romans seulement? Oui. Je parle sous le contrôle d'une professeure, d'une érudite en littérature, Madame Bamba Kansouko, qui est là. Effectivement, vous me permettez alors de dire à ce grand public de faire quand même beaucoup d'applaudissements pour Bamaga Sissoko. Bonsoir Bamaga. Et je salue aussi la présence d'une autre écrivaine de renom au Mali, Madame Nyare Fatmata Keita, qu'on applaudit également. Merci. Allons-y. Voilà, donc pourquoi le roman? Tout à l'heure dans l'introduction, vous avez dit que c'est vrai, je ne suis pas très bavarde à l'oral, j'ai des difficultés. Sauf que ça va être le cas aujourd'hui. Sauf que je m'épanouis plus quand j'écris. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace et j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de tout dire sans retenue.
Donc, parmi tous les genres littéraires, j'ai pensé que seul le roman pouvait me donner cette liberté-là. Aussi, en choisissant le roman, c'est un certain pouvoir qu'on a. On est omniscient, on est omnipotent, on crée des êtres. On les tue, on les tue, on les rend malades, on les rend malades, on les rend fous comme on veut. Comme on veut, on les fait voyager à bord d'un train, on les fait monter sur un chameau, tout ce qu'on veut. Ouais. Donc le roman a cette force-là, a cette puissance. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le roman et je me sens plus à l'aise avec le roman. Voilà les raisons pour lesquelles. En tout cas, on a deux grandes romancières en face de nous. Exactement. Est-ce que quelque part, on ne peut pas parler alors d'une grande découverte? Est-ce à dire que les romancières aimeraient avoir le pouvoir de Dieu? Pendant qu'elles écrivent, chaque fois qu'elles font une œuvre, elles sont des dieux, des demi-dieux. Hein? Ouais. Voilà la force de l'écriture, la force du roman. Ouais. Et elles ont aussi ce pouvoir-là de rendre ces êtres-là éternels. Tout à fait. Parce qu'on crée un personnage, on le laisse en vie tant qu'on veut. Tant qu'on veut, chaque fois, on le réveille, on lui donne une fonction, ou des fonctions, on le fait vivre, on le fait voyager, on fait tout avec. C'est vrai. C'est ça, c'est le pouvoir, la force que nous avons quand nous écrivons. En tout cas, on réalise quelque part que les femmes meurent pour leurs enfants. Parce que dans ce roman, à un moment donné, je pensais que l'écrivaine allait tuer la Benjamin qui est. Mais non, elle trouve quand même un moyen de lui donner la chance de survivre, même si elle va survivre malade. Alors, le titre, oui. Une femme presque parfaite. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, elle est très intelligente, cette auteure-là, parce qu'elle aurait pu nous dire une femme parfaite, mais comme on dit qu'il n'y a pas d'être humain parfait, et que quelle que soit la perfection d'un être humain, il y a toujours ne serait-ce qu'un petit défaut. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison finalement qu'on nous donne le presque là? Je pense que j'aurais toujours des problèmes avec le titre de ce livre. Parce qu'il y a deux camps, sinon trois camps. Il y a ceux qui me disent, mais Oumou, tu as manqué de courage. Pourquoi tu n'as pas titré une femme parfaite? Oui. Ça, c'est le premier camp. Le deuxième me dit, mais cette femme, ceux qui ont lu le livre, cette femme, elle est plus que parfaite. Il y a une troisième tendance. Et cette troisième, dans ces camps, les tenants de ces camps me disent, mais vous pensez qu'il y a une femme parfaite? Voilà. Donc, pour moi, cette femme, elle est... Non, je vais laisser peut-être au public à la fin, pour que le public définisse justement, pour que ce public nous départage. Quand on va commencer à parler. Voilà. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est plus que parfaite? Elle n'est pas du tout parfaite? Ou bien c'est vrai que le jugement du public m'intéresse cet après-midi-là. Et puis ça va être vraiment la question que nous aussi on va poser au public. Si Yagaré, elle est parfaite ou non, mais je peux déjà deviner la réponse du public parce que je vois que dans le public il y a plus d'hommes que de femmes et je suis sûr et certain qu'on va bien la charger cette Yagaré-là. Mais le titre, oui. Comment vous est-il parvenu le titre? Est-ce que c'était déjà une ambition d'écrire, de peindre une femme presque parfaite? Ou alors vous êtes laissé guider par votre inspiration et au finish, c'est le titre qui s'est imposé de lui-même? Vous savez, quand on écrit, il y a un fil rouge que nous suivons. À ne pas perdre. Oui, à ne pas perdre. Ouais. Donc tout au long, il y a des choses qui vous trottent, qui sont dans la tête, qui sont là, qui ne partent pas, qui vous assiègent finalement. Donc, il y a une série, c'est comme il y a un combat d'idées qui se passe dans votre tête. Vous écrivez tout ce qui vous vient dans la tête, mais vous pensez surtout à votre public. Est-ce que ce titre-là, parce que le public est extrêmement important, un auteur, c'est un peu comme un artiste également, qui produit un titre qui met sur le marché. C'est comme un étudiant qui passe un examen. Il a toujours la peur au ventre. Quelle va être la réaction?
Donc c'est extrêmement important le titre que vous allez donner à l'ouvrage. Vous pouvez penser que parmi les dizaines ou les vingtaines de titres que vous-même vous proposez, vous procédez par élimination. Tout à fait. Vous allez penser un moment que c'est le meilleur titre. Mais vous n'êtes pas seul. Un livre, c'est toute une chaîne, c'est toute une équipe qui est derrière. Vous arrivez chez votre éditeur, il y a des éditeurs qui arrivent à imposer même le titre. Je prends votre manuscrit, mais à condition que vous mettez ce titre en question. Bon, moi, heureusement, ça n'a pas été mon cas. J'ai éliminé, j'ai eu plusieurs titres, je les ai éliminés jusqu'au dernier. Je suis arrivé à ce titre-là lorsque je l'ai proposé à ma maison d'édition. Elle était d'accord, elle me dit c'est parfait, j'accepte. Alors tout de suite, vous aviez dit qu'il y a un fil rouge, oui, n'est-ce pas, à ne pas du tout perdre quand on écrit. Et depuis 16 heures, il y a un monsieur bien habillé, en costume bleu, très bien habillé pour la circonstance. Et je ne suis pas sûr qu'il va être quand même un bon caméraman, mais depuis qu'on a commencé, il est là avec son téléphone, il filme tout. Monsieur Cissé, est-ce que souvent il vous fait perdre ces fils rouges ou alors il vous aide à le garder, ces fils rouges-là? Parfois, le fil rouge... Il les brise. Non, il ne brisera pas, monsieur Cissé. Non, monsieur Cissé ne le brisera pas. Cher public, c'est mon époux. Excusez-moi. Mais parfois, le fil rouge, nous le laissons, nous décidons de laisser le fil rouge de côté sans le perdre de vue. On le met en veille. D'accord. Pour pouvoir continuer plus tard. Ah, voilà. En tout cas, sur ces points-là, vous êtes... on applaudit, on applaudit. En tout cas, sur ces points-là, vous êtes quand même un peu différent du couple Yagaré, quoi. Ah oui. Voilà, donc, mesdames, messieurs, ces livres, Une femme presque parfaite, vient après Mamou, épouse et fille d'émigrés. Et mère. Qu'est-ce que j'ai dit? Épouse et fille. C'est ce que j'ai dit? Épouse et mère. Voilà, d'émigrés. Voilà, donc les deux bouquins sont à 5 000 francs et vous les trouvez ici à l'espace La Gare. Voilà, ils sont exposés aussi voilà, à la porte. En sortant, vous pouvez les acheter également. Et parce qu'il y a aussi une troisième partie du voyage, voilà, qui consiste à laisser l'auteur lors d'un cocktail avec le public présent pour échanger les contacts, pour parler de certains aspects que certains n'auraient pas voulu développer en public ou à partir des ondes. Alors, Oumou Amar, ce roman est quand même très bien écrit. Le style que je vois, comme je l'ai dit, est à la fois épique, hein, plein de poésie, le rythme y est, les mots sont très bien choisis, si bien qu'une idée m'est venue à l'esprit, une question. Quel est votre rapport avec le genre? Parce que quand on regarde le premier livre et quand on regarde celui-là, il y a un lien commun. Le genre est là. Alors, quelle est votre histoire avec le genre? Bien. Il est difficile de parler du genre parce que je pense que ce terme, dès le départ, n'a pas été posé, en tout cas pour ce qui concerne notre société d'abord, n'a pas été posé comme il devrait l'être. Quand vous voyez, je prends un exemple tout simple, quand il y a le 8 mars, le 8 mars prochain, faites la remarque. Nous faisons des petites blagues entre nous. Je vous dis, Robert, est-ce que vous avez fait la cuisine aujourd'hui? Est-ce que c'est vous qui allez faire le marché? Et ainsi de suite. Il y a des sketchs aussi qui sont là-dessus, qui tournent dans notre société le 8 mars. Ou bien, ce 8 mars est choisi par beaucoup de gens pour lyncher les femmes, pour se lâcher sur les femmes. Oui, vous mettez les hauts talons, vous mettez les gros foulards et vous écrasez les petites aides ménagères qui sont chez vous à la maison. Le 8 mars a été, la journée des droits de la femme a été compris autrement. Feu le président Thomas Sankara, je salue sa mémoire, un grand homme qui a beaucoup fait pour les femmes. Mais l'initiative
d'aller faire le marché le 8 mars, c'est venu de lui. Et ça a desservi les femmes. Parce que on est venu à résumer cette journée à la journée des pagnes et la journée où les femmes décident de ne rien faire, de charger leur mari. C'est une façon terre à terre d'expliquer le genre qui n'a pas été bien et qui continue de faire des ravages jusqu'ici. Moi-même, à l'époque, j'ai pensé que le 8 mars, au temps de Thomas Sankara, j'étais jeune, mais j'ai pensé que c'était ça, où les hommes devaient être derrière les fourneaux. J'ai décidé d'aller plus loin, d'aller comprendre. Je suis allé faire des études de genre. Et quand je suis allé faire des études de genre... Où et quand? À Paris 8, en France. D'accord. L'université Paris 8, c'était en 2000. Et croyez-moi, en 2000, l'an 2000, dans tout, il y a combien d'universités en France? Il n'y avait pas une seule où le genre était étudié à part Paris 8. Et c'était le département des études féminines. Le département des études féminines, parce que l'université a même été contrainte de changer l'appellation département des études féminines. Sinon, c'était l'étude des rapports de sexe. Parce que le genre, c'est ça, étudier les déséquilibres entre hommes et femmes dans la société. Et on était presque la risée des autres étudiants quand ils passaient devant le département. Ah oui, c'est ce que vous faites ici, vous étudiez les rapports de sexe. Il fallait mettre l'étude des rapports sociaux de sexe. L'étude des rapports sociaux de sexe pour atténuer un tout petit peu. Voilà, donc j'ai dit, bon, peut-être en faisant des études, je vais mieux comprendre. Donc c'est là où vraiment, j'étais déjà sensible à ces différences qui étaient entre hommes et femmes, un peu partout, parce que, figurez-vous, dans le monde entier, il n'y a aucune société dans le monde entier qui a atteint l'égalité homme-femme. Ça n'existe pas. Il y a quand même des petites différences. Il y a certaines sociétés qui sont très avancées par rapport à d'autres. Donc ce n'est pas un mal malien. Peut-être dans certaines sociétés, ces différences entre les différentes catégories, c'est plus accentué, mais on les retrouve un peu partout sur toute la planète. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi il y a une catégorie de personnes, notamment les femmes, qui sont mises à l'écart de façon planétaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc moi, mon attachement à cette question, c'est ça. D'accord. J'ai une formation pluridisciplinaire parce que j'avais fait du droit. Donc qui parle de droit parle quand même de justice aussi. Donc j'ai voulu vraiment m'approcher de cette catégorie dont moi-même j'appartiens pour mieux comprendre. D'accord. Voilà le champ. Question très sensible, et le mal n'est pas que malien. Non. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage Une femme presque parfaite, nous sommes à la page 38. Je lis ces passages-là. Alors, avant de lire les passages, il faut que j'explique qu'il y a eu dans la vie de l'héroïne Yagaré 2 grands pans professionnels. Elle a d'abord travaillé au sein d'une entreprise en tant que gestionnaire et agent commercial. Elle s'est battue, elle a tout fait pour faire rayonner cette entreprise et elle y est arrivée. Elle est devenue indispensable à l'entreprise, si bien que même quand on l'appelle un jour que sa Benjamin, qu'elle-même appelle sa raison de vivre, était tombée malade, transportée à l'hôpital, elle n'a pas eu la permission avec le fondateur, le promoteur de l'entreprise, d'aller tout de suite voir sa fille à l'hôpital. Elle était obligée de terminer carrément tous les programmes de la journée pour aller s'y rendre à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit que sa présence est capitale aux côtés de sa fille. Et malgré tout, les patrons refusent à la bonne dame la permission de rester aux côtés de sa fille malade, ce qui va finalement même irriter les patrons qui va la licencier. Ça, c'est le premier grand pan. Le second, elle-même va créer sa propre entreprise qui va être plus rayonnante que jamais. Mais déjà dans l'entreprise où elle va être licenciée, vous dites ceci:
Les 500 salariés composés équitablement de femmes et d'hommes se furent à peine installés en chapelet le long de la table ovale que Yagare reprit sa place au centre. Sur ses solides jambes, elle s'éteint de longues heures, insistant de sa voix claire et forte sur les détails, étayant ses idées. Sur la lumière bleutée du tableau virtuel, l'assistance gardait des yeux rivés. Avec une aisance consommée, elle étriait le bilan, proposait les ajustements appropriés et faisait des projections. Alors déjà, ça suffit, ces passages-là, pour montrer tout ce qu'elle représentait au sein de cette société. Mais sur 500 salariés, vous parlez de 500 salariés composés équitablement de femmes et d'hommes. Est-ce un rêve pour vous? Est-ce que c'est cela, votre rêve de l'épanouissement, de la promotion de la femme au sein de toutes les entreprises, qu'on en soit là? Qui ne rêverait pas d'une société juste? Une société où chacun a sa place. Parce que quand vous prenez une société comme la nôtre, une société malienne, où les femmes constituent 52%, mais la part active de ces femmes, je ne vous dis pas. Combien de femmes manquent à l'appel sur le marché du travail? Si vous faites le compte et que vous mettez toutes ces femmes-là, vous les faites sortir de l'informel, vous pensez que nous allons être là aujourd'hui? Nous irons loin, très loin. D'accord. Oui. Donc, nous arrivons au terme de cette première partie du voyage. Hein. Oui. Donc, c'est l'escale qui va vous permettre d'échanger avec le public. Cette fois-ci, c'est la question du public à vous et vous allez répondre à leurs questions, madame. Alors, public, nous sommes à vous pour vos questions. Merci. On dit que le salaire d'une femme, 60% c'est pour elle-même. 10% c'est pour son mari. 10% c'est pour ses parents. 10% c'est pour garder en cas d'urgence. Et quel que soit ce que la femme va gagner, c'est comme cela que ça doit se passer. Et pour un homme, 30% pour lui, 30% pour son épouse, 30% pour ses parents, 10% pour garder en cas de truc. C'est notre société qui avait dit cela. Je pense que si on essaie de voir ce genre de choses, ça allait encore marcher peut-être. Et ce qui me pousse à avoir question de quotas et poser ma question. Quelle politique il faut réellement mettre en place? Parce que vous avez parlé des politiques, mais quelle politique réellement? Ça, c'est ma question. Parce que même à l'école, on arrive à donner des quotas qui poussent et qui font croire aux filles qu'elles ne sont pas meilleures. Je me rappelle tout récemment, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta avait donné des tablettes aux étudiants. On a dit quota pour les filles. Et il y avait pas mal de filles qui pouvaient avoir cela, mais comme question genre était là, il y a des hommes qui n'ont pas eu, qui avaient 12 de moyenne, mais des filles qui avaient 8, 9 de moyenne qui ont eu les tablettes. Et je pense que ce sont des... Effectivement. Et c'est pour dire, c'est encore une manière de montrer aux femmes, même si vous ne vous battez pas, vous pouvez gagner. Et ce sont des politiques encore qu'il faut revoir. Quelle politique réellement vous nous proposez? Merci. Quand j'ai lu ce livre, toutes les théories que nous disons dans les formations, c'est ce que vous avez mis en pratique ici. Et quand nous finissons la journée, on a demandé de travailler sur le stéréotype sexiste et sur les préjugés. Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé? Un jugement sans fondement, un jugement sans preuve, qui est fait au préalable. Et quels sont ces jugements-là? Ces jugements, c'est quand on dit la femme est faible, la femme est toujours bavarde, la femme est ci, la femme est ça. L'homme, lui, il est agressif, l'homme, lui, il est fort, il est fait pour faire ci et pour faire ça. Mais on a vu aussi des femmes qui font la boxe. Elles ne sont pas faibles. On a vu, c'est-à-dire tous les préjugés. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour qu'on change le paradigme, pour qu'on change les relations sociales de genre, les rapports sociaux de genre dans la société, il faut d'abord travailler sur les préjugés. Si
si on ne travaille pas sur les préjugés, si on ne change pas les préjugés, on ne peut pas changer les choses. Et quand j'ai regardé le livre, la première page, tout le contraire de ce à quoi on s'attend quand on est dans les rapports sociaux de genre avec ces préjugés, vous avez décrit Liagare comme étant viril. Oui. Moi j'ai compris tout de suite. Voilà. Si c'est une femme qui n'est pas touchée par la notion du genre, elle va dire sensible, sensuelle, belle, mais elle a dit elle est virile. Je ne sais pas c'est quelle page. Vous partez loin, vous trouvez une femme qui se bat sur le marché du travail pour avoir un boulot, pour se maintenir dans le boulot, qui cesse de travailler et qui va aller entreprendre en ouvrant son entreprise. Ça veut dire tous les préjugés qui sont là, qui disent que ce sont les hommes qui sont faits pour entreprendre, vous brisez ces préjugés-là. Qui disent que la femme est faite pour être douce, vous décrivez une femme qui est virile. Qui dit la femme est faite pour faire le ménage, pour faire le travail de reproduction, pour rester là. Vous montrez une femme qui est sur la sphère publique, professionnelle, qui se bat, qui réussit et qui fait son travail de reproduction à la fois. Voilà. Donc, le travail qu'elle fait là, Oumou, c'est un travail de déconstruction des préjugés, des stéréotypes, du rapport de la construction sociale du genre qui attribue les rôles selon les sexes. C'est ça qu'elle déconstruit dans ses livres. Moi, je l'ai lu comme ça. Et je suis vraiment à l'aise quand je l'écoute, qu'elle est partie faire le genre et qu'elle a écrit. Cela a vraiment, ça touche dans ce livre-là. Parce qu'on dit le premier travail à faire pour le changement des rapports sociaux du genre, c'est de travailler sur les préjugés, c'est de travailler sur les stéréotypes sexistes. Et c'est ça qu'elle fait ici. C'est énormément important. C'est pourquoi je me dis, il est important que chacune des femmes, chaque écrivain, qu'on puisse l'amener ici, mettre son œuvre à la lumière pour que ceux qui travaillent sur les programmes, pour que aussi les enseignants au niveau des universités se rendent compte de ce qui se trouve dans les livres et de voir comment est-ce que cela peut illustrer les thèmes de leur programme donné dans une classe donnée, que ce soit la licence, le 2. En tout cas, dans toutes les classes où on travaille sur le genre, ces livres méritent d'être lus par les étudiants, par les enseignants. Bravo Oumou, j'ai aimé le style, j'ai aimé la déconstruction que vous faites, vous essayez de faire. Et ça mérite que chacun le lise. Et surtout ceux qui ne sont pas sensibles à la question du genre, comme Robert. Pour la question de Chaka, je vais dire quelque chose par rapport au genre. Chaka, le genre, elle est dynamique. La notion du genre, elle est dynamique. Elle n'est pas figée. Quand nous prenons les sociétés d'eau, vous avez dit d'eau, c'est une société donnée pour le milieu rural. C'est pour une époque donnée. Et cette notion de genre, elle a évolué jusqu'à maintenant. Même d'une famille à une autre, la notion de genre change. Parce que quand tu vois une femme qui a eu 10 garçons, et dans une autre famille où le couple a eu 3 filles et 5 garçons, dans la famille où il y a 10 garçons, le père ni la mère ne vont dire aux enfants, ne pilez pas pour votre maman, ne balayez pas pour votre enfant, ne lavez pas les marmites. Donc les rapports de sexe là, ça change. Les attributions en rapport au fait d'être femme vont changer parce qu'il n'y a pas d'enfants filles. Donc, si vous comparez, il faut que les éléments de comparaison soient les mêmes. Si vous voulez que cela soit amené dans notre société moderne, est-ce que les éléments de la société traditionnelle là, dans lesquels ces sociétés d'eau se trouvaient sont les mêmes? Est-ce qu'on est dans un même contexte économique? Est-ce qu'on est dans un même contexte environnemental qui nous permet de venir transposer sur ça? Donc c'est vraiment une question que moi aussi je vous pose pour vous pousser à la réflexion, pour voir un peu que la question du genre, elle n'est pas figée du tout. Elle évolue, elle change, elle varie d'une famille à une autre, d'une société à une autre, d'une contrée à une autre, même vraiment d'un couple à un autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Oumou, je suis très heureuse d'être là. Bonsoir l'assistance. Bonsoir Monsieur Dissa. Bonsoir Oumou. Je suis très heureuse d'être ici
Ça fait la deuxième fois que je viens au café littéraire de Oumou Amar. Je voudrais adresser mes félicitations aussi à Fatmata. Soyez rassurés qu'au niveau de l'université, vos œuvres sont étudiées, sont des corpus de mémoire. Et donc, soyez très rassurés que nous sommes là-dessus. Et toutes les deux, vous écrivez formidablement bien. Voilà, je n'ai pas lu cette œuvre. Je vais la lire après. Mais pour ce que M. Dissa nous en a lu, elle est aussi poète. Hein? Elle ne pratique pas le genre, mais il y a plein de poésie pour ce que nous en avons entendu. Bon, il y a des questions qui sont posées ici. Bon, pour moi et pour Oumou Amar, ce sont nos pères qui sont à la base de notre engagement à réussir. Tout comme elle, c'est mon père. C'est mon père qui a voulu que j'étudie. À l'époque, il n'y avait pas d'école où il était garde forestier. Il m'a envoyé chez un enseignant comme Oumou Amar. Et il disait, tout comme Sékou Touré, que le premier mari d'une femme, c'était ses études, son salaire. Et donc, il avait cru à ça et je l'en remercie. Je l'en remercierai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que où je suis, c'est grâce à mon père. Et donc, il y a aussi la question de quotas qui gêne beaucoup les hommes. Pourquoi le quota? Bon, pour nous, nous avons réussi par notre engagement, au début par nos parents, nos pères surtout. Et notre engagement a fait le reste. Mais il y a un domaine où il faut le quota. C'est la politique. Au niveau de la politique, s'il n'y a pas le quota, les femmes n'auront rien. Parce qu'il y a l'argent d'abord. Les femmes ne sont pas nanties. Elles ne sont pas nanties. Les femmes sont les femmes d'autrui. Donc, elles ne doivent pas rester dehors comme les hommes. Hein? Je l'ai vécu parce que j'étais sur le terrain politique. Les réunions importantes se passent la nuit à 3 heures du matin. Comment une femme mariée peut rester à 3 heures du matin? Et souvent, les hommes qui acceptent que leur femme soit dans ces réunions, et ils sont là en train de rôder pour voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, il faut le quota pour que les femmes réussissent sur le plan politique. Sinon, elles sont des applaudimètres. Hein? Allons-y par là, elles portent les uniformes, elles battent le tam-tam, elles sont là en train de faire le porte-à-porte pour les hommes. Et à la fin, elles n'ont rien. Donc, il faut le quota sur le plan politique. En Europe, on l'a compris. C'est difficile là-bas aussi. Nous ne devons pas croire qu'en Europe, que les femmes sont nanties. Hein? Loin de là. Vu tout ce qu'on voit à la télévision, vu les politiques, vu ceci ou cela, on sait que les femmes sont toutes à la même enseigne, qu'on soit européenne ou africaine. Donc, c'était sur ces problèmes-là que je voulais intervenir. Mais le titre là, ça m'intrigue. Lui, il a posé le problème du titre. Je voulais que Oumou m'informe en attendant que je lise son œuvre. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jenika Mama Traoré, je suis étudiante en licence de multimédia au conservatoire. J'ai
pas eu la chance de lire le livre, mais je crois que je vais m'exécuter sous peu. Durant le débat, des points ont été soulevés, notamment l'influence de la société sur... L'influence de la société, c'est très forte. Moi, je me dis que c'est tellement fort que maintenant, quand un garçon veut te draguer, il te dit « je veux te marier ». Ne me fait qu'il fourre les couilles. Comme si ce n'est qu'à ça que nous aspirons. Mais à bien y réfléchir, c'est un peu à ça que nous aspirons. Parce qu'une fille, quel que soit le niveau de ton intellect, quelle que soit l'intelligence que tu as, quels que soient les rêves que tu as réalisés, tu n'es pas considéré dans la société si tu n'es pas une épouse. Donc ça devient notre plus grand rêve, avoir un mari. Malgré ce que nous soyons, nous ne sommes pas considérés dans la société si on n'est pas femme. Donc ça nous pousse, l'influence de la société nous pousse à réagir mal ou bien à se donner, à se marier très vite, même pas en réfléchissant ou bien même à se marier aux hommes que nous ne connaissons pas, quelque chose comme ça. Et aussi par rapport à la prière juive et à la victimisation, moi je dis que les femmes ne se victimisent pas, on souffre énormément en fait. Le simple fait de ne pas se sentir désiré fait très mal. Un jour, juste par simple curiosité, j'ai demandé à un ami s'il voulait avoir une fille. Il m'a automatiquement répondu que non, sous prétexte qu'une femme a besoin d'être protégée et que lui ne sera toujours pas là pour protéger sa fille. Je me suis dit, est-ce que c'est la vraie réponse? Mais après, j'ai demandé quelqu'un d'autre, mon propre frère m'a dit, alors qu'il a une fille, que dans ce monde, ce n'est pas concevable pour lui d'être humilié et que personne ne peut l'humilier si ce n'est pas à cause d'une fille, de sa fille ou de sa soeur. Parce que c'est sa soeur qui peut aller avoir un enfant dehors ou bien que c'est sa fille qui peut faire ça. Donc, il ne voulait pas d'avoir de fille. Automatiquement, j'ai pensé à sa fille. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de ne pas être désiré? Et toute la journée, j'ai posé la question. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu me dire, oui, je veux une femme. Moi, je veux une fille. Je veux avoir une fille. Et ça m'a beaucoup touchée. Je voulais également poser la question à une dernière personne, mais je me suis privée de ne pas le faire à mon père. Je me suis dit, non, lui, sa réponse, je ne veux pas le savoir quoi en fait, parce que je ne sais pas s'il va être sincère ou pas. Donc les femmes souffrent. Combien de femmes se sont fait abandonner parce qu'elles ne mettent au monde que des filles, alors que le sexe de la fille ne vient pas de la femme. Donc il y a beaucoup de souffrances sociétales qui font que les femmes n'arrivent pas à se développer, à s'épanouir comme elles le veulent. Ce n'est pas une question de victimisation, mais c'est un fait. Merci. Une femme presque parfaite. Je trouve que le titre sonne comme un oxymore à première vue. Et quand on fait référence à la colère de Zeus qui l'a amené à ordonner à Ephratos d'inventer un mal au genre humain. Et en créant une femme tout à fait, et tout le Bataclan lié à la boîte de Pandore. En voyant le titre, c'est cette métaphore tout de suite qui me vient en mémoire. Je ne sais pas si l'auteur a un avis là-dessus. Mon frère, tu nous fatigues ici, là, avec la mythologie grecque. C'est fatigant ce que tu dis là. Oui, justement, tout à fait. Le titre, vous avez dit que vous êtes issu d'un milieu saracolé. Tout de suite, ça m'a fait penser à Garba, Maître Gabo, paix à son âme, qui a écrit aussi les épouses communes. Dans les épouses communes, on voit des femmes qui se plaisent dans leurs conditions. Elles travaillent pour les hommes. Et votre ouvrage prend carrément le contre-pied de celui de Maître Tapo. Je voudrais savoir en quoi consiste cette différente approche entre vous et Maître Tapo. C'est la deuxième question. Et par rapport à la question du genre, je pense que c'est une question fondamentale, mais généralement lorsqu'on l'aborde, on biaise en quelque sorte cette question, parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes qui en souffrent toujours, alors qu'il y a aussi des hommes qui souffrent tellement. Monsieur Dissa, vous conviendrez avec moi qu'ici au Mali, à Bamako précisément, il y a l'association des femmes battues par les femmes. Et le plus souvent, on voit rarement des femmes écrire sur la situation des hommes. C'est plutôt sur la condition des femmes. Pourquoi faudrait-il toujours biaiser le débat sur ces questions du genre pour ne pas forcément tomber dans la question du féminisme? Et le dernier point sur lequel j'interviens, c'est par rapport à ce que vous avez dit, je vous cite, une femme qui réussit fait peur, un homme par contre attire les femmes. Laissez-moi vous dire que moi personnellement, j'aime les femmes qui réussissent. Merci.
Ok, donc on va s'arrêter là et puis on va permettre à Oumou de répondre aux questions ou alors, en tout cas de toutes les façons de conclure. Mais en tout cas, je voudrais quand même réagir par rapport à ce qu'elle avait dit. C'est vrai que ça fait très très mal de ne pas se sentir désiré, mais moi j'aimerais que les garçons comprennent qu'il s'agit ici de ne pas se sentir désiré en tant que fille. Hein. Il ne s'agit pas de femme, mais en tant que fille. C'est très important. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Et croyez-moi, il y a pas mal d'hommes, et croyez-moi, c'est mon cas. J'ai tout fait pour avoir une fille, au point que Dieu ne m'avait d'abord donné que des garçons. Franchement, tu peux témoigner. J'ai enchaîné 4 garçons. Dieu ne voulait pas que j'ai une fille parce que ma grand-mère qui m'a élevé, Souko, Keita, il me fallait son homonyme. Je tenais à ça. Au point que même mon premier garçon là, je voulais lui donner le nom de ma grand-mère. Donc moi je cherchais, je ne voulais avoir qu'une fille. Ça en un premier temps. Je voulais que mon premier enfant soit une fille. C'est ce que moi je voulais. Mais Dieu m'a fatigué. Hein? Voilà. Oui. Bon, après toutes ces brillantes interventions, je ne sais pas si moi je peux encore ajouter quelque chose. Fatoumata a vraiment tout dit. Elle a même fait des recommandations. Moi je trouve que c'est extrêmement généreux de sa part et ça mérite encore des remerciements. Et des applaudissements. Et des applaudissements. Merci du fond du cœur. La professeure est là, Bamakan Sougo, elle a fait un témoignage extrêmement éloquent également. Donc moi, j'ai joint ma voix à sa voix pour remercier nos papas. Peut-être ils ont été des précurseurs. Ils ont cru, ils ne nous ont pas rejetés parce que nous sommes des filles. Au moment où la société n'en voulait pas. Donc ces hommes convaincus ont fait de nous ce que nous sommes ou bien ce que nous sommes en train de devenir. Moi, le mien, il ne vit plus. Je salue sa mémoire et la mémoire de tous qui ont été comme lui. Et j'ai dit au début que j'ai été contente. Je le suis jusqu'ici, très contente du public parce que je vois une majorité d'hommes, jeunes pour l'essentiel, des futurs papas ou déjà des papas, qui vont faire différemment des hommes qui auront déjà pris conscience de ce que les femmes traversent dans notre société. Ben, voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci. Donc tous ces hommes-là vont porter des lunettes genre. Ils vont regarder les femmes autrement. Pas seulement les épouses, c'est les filles qu'ils vont avoir. C'est leurs sœurs, c'est leurs tantes, c'est toutes ces femmes opprimées. Opprimées parfois gratuitement. La demoiselle l'a dit du conservatoire Balafaseke. C'est pas parce que les femmes tiennent un discours parce qu'elles se posent en victime. Non, nous vivons des choses. Et l'autre jour, au lancement du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora, le président de l'Union des écrivains du Mali, Ousmane Konaté, a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que les autres, quand ils prennent la plume, ils écrivent. Mais quand les femmes prennent la plume, elles pleurent. Elles pleurent. Parce qu'elles disent des choses qu'elles vivent, qu'elles ressentent, que personne d'autre ne peut voir. Elles pleurent à travers la plume. Ce n'est pas un jeu. Quel est le plaisir qu'on peut ressentir? On est gêné par rapport à ça, nous avons une dignité. Se mettre devant les gens pleurer. Non, nous ressentons des choses, nous vivons des choses que seul notre genre nous permet de connaître. Nous n'avons pas choisi d'être des filles. Nous n'avons pas choisi. La nature a fait de nous des filles, donc elle doit nous accepter en tant que filles, en tant que femmes. Et Keita a demandé quelle est l'approche genre que moi je propose. Fatoumata a déjà presque répondu à la question. C'est une question extrêmement délicate. Et les gens aussi doivent cesser de voir les femmes à travers le genre. C'est les rapports sociaux des sexes. Pourquoi on veut par exemple donner une place aux personnes qui sont différentes, physiquement différentes? Les gens qui souffrent d'handicap, c'est aussi une catégorie.
Dans d'autres sociétés, c'est d'autres catégories. Tout ça, ça rentre en compte dans le genre. Mais le terme doit être réexpliqué. Réexpliqué pour qu'on puisse se l'approprier. Ne pas considérer le genre comme « Ah, vous êtes là, c'est le genre. Continuez avec votre histoire de genre, les femmes. » Il faut que ça cesse. Le sujet est extrêmement important. Malheureusement, la question sur la lecture que j'ai faite, la différence entre nos styles de Maître Garba, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc je suis un peu mal placé pour faire une appréciation. Je ne l'ai pas lu, mais je chercherai à dire. Donc voilà. Et pour la dernière intervenante, il y a aussi la réponse déjà, hein, dans la première réponse. C'est que, par exemple, Bamagan, Fatoumata, vous-même, alors, vous avez été des enfants désirés, appuyés, soutenus par nos nos familles sont extrêmement importantes. La société, elle est lente à évoluer, mais on a aussi besoin, hommes comme femmes, nous avons besoin de l'accompagnement de la société. Que cette société cesse de dire à la femme que son avenir, c'est un homme. On charge les hommes également. On a vu des femmes quitter des hommes pour dire tout ça, parce qu'elles leur reprochent le manque, je sais pas, le manque d'entretien. Parce qu'on a dit à cette femme qu'elle doit être entretenue par l'homme. Donc ce n'est pas au bénéfice des hommes. Et cette société où on voit de plus en plus, vous avez dit qu'il y a une association des femmes battues. Oui, des hommes. J'ai même vu une peintre malienne qui a exposé des œuvres. Ces œuvres, c'était sur... Il y a le siège de l'association Amdalaï. Voilà, les hommes... Je vous jure, il y a les panneaux au rond-point. Hein, allez là-bas, il y a la plaque va vous conduire jusqu'à chez eux. Quand j'ai fait un débat sur le genre, j'ai pu les inviter une fois. Des hommes battus par les femmes. Oui, il y a une artiste qui a exposé plusieurs tableaux sur les hommes. Bon, cette violence, pratiquement, il faut qu'on interroge la société, qu'on interroge notre culture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme va prendre une pointe pour tresser, une pointe qui sert à tresser pour tuer une autre femme avec? Vraiment. Dommage. Ça, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe dans la société malienne? Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi il y a tant de violences? Ou bien c'est seulement maintenant que les violences ont été mises en lumière? Je ne pense pas que notre société ait toujours été comme ça. Je ne pense pas. Voilà. Donc pour finir, vraiment, je veux dire à l'assistance que nous sommes dans une société, nous vivons dans une société patriarcale où les pouvoirs de l'homme sont extrêmement forts, extrêmement importants, même s'ils ne l'ont pas demandé. Vous bénéficiez des privilèges qu'on appelle les privilèges de masculinité, que vous ne voyez pas forcément, mais que nous voyons. Donc, puisque vous êtes des privilégiés de la société, pensez à nous qui sommes à vos côtés. Pensez à toutes ces femmes qui ne sont pas que des épouses. Parce que normalement, les relations entre hommes et femmes doivent être apaisées. L'ex-première dame, Mme Adamba Konaré, avait même institué une journée, elle avait demandé une journée nationale où vraiment il y aura la paix entre les femmes. C'est comme par exemple une journée de courtoisie au volant, une journée de paix entre hommes et femmes dans nos foyers. Je ne sais pas pourquoi cette initiative n'a pas été soutenue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi hommes et femmes ne peuvent pas être amis? Pourquoi? Jetez un coup d'œil sur les statistiques, sur le taux de divorce. Le mariage le plus court, 6 mois. 6 mois, le mariage a tenu 6 mois. À Bamako, ici. Pourquoi il y a tant de divorces dans notre société? Qu'est-ce qui ne va pas? Interrogeons la société malienne. Est-ce qu'il n'y a pas plus court que 6 mois? Il y a plus court que 6 mois. Eh bien voilà, les statistiques à l'époque disaient 6 mois. Souvent dans la chambre nuptiale. Dans la chambre nuptiale. Oui. On enclenche le processus. Je vous parle sérieusement. Le processus est enclenché souvent dans la chambre nuptiale déjà. Oui, oui. C'est déjà parti là. Première nuit, c'est fini. Donc, en plus de l'insécurité que nous vivons, ça c'est une autre forme d'insécurité. Ouais. Une autre forme d'insécurité. Donc, le Mali a vraiment besoin de paix et de stabilité. Et je fais le vœu
que le train dans lequel nous avons pris place, ce train littéraire, va nous faire voyager à travers le Mali, à travers l'Afrique, à travers le monde, pour nous amener la paix, l'amour, la stabilité. Et sur ça, je remercie. Merci. Merci. Ouais, mes remerciements à Bintili Communication, à l'espace, le train de la gare. Et je dis bravo à tout le monde. Merci encore à vous d'être venus. Merci à vous. Une femme presque parfaite avec Oumou Amad Traoré à bord du train littéraire. On l'applaudit une fois de plus. Pour ma part, mesdames, messieurs, en tout cas, moi, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Un fait. Et je dis bien un fait. Qu'on soit d'accord avec notre auteur ou pas, et regarder à travers le temps et à travers l'espace. Toute société qui a su respecter la femme a su connaître une longue période de stabilité à chaque fois qu'on a bafoué la femme, quelque part. On a fini par mettre feu à ce lieu-là. Allez voir dans l'histoire. Ce que je vous dis, vous trouverez pas mal d'exemples de ces gens. La femme est un être humain comme l'homme. L'homme ne peut pas être supérieur à la femme. De même que la femme ne peut pas être supérieure à l'homme. Nous avons la même âme. C'est une même vie. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, avant de vous dire qu'on s'arrête là avec Oumou, sachez qu'il y a un deuxième auteur au programme ce soir. Donc, juste 5 minutes, le temps de m'entretenir avec lui. On revient pour voilà, une autre partie du train. Et donc, après tout ça, vous serez avec les deux auteurs au cocktail en bas. Donc, merci à toutes et à tous et à tout de suite.